Après un derby qui a sonné le glas de l'arbitrage français, on est parti pour continuer ce sprint final en Ligue 1 et on en parle juste après le générique. Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur la causerie, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler une nouvelle fois de Ligue 1. Nous sommes lundi, on fait ça juste après la 30e journée, on va parler de cette 31e journée de Ligue 1 un peu tôt, mais on s'y prend à l'avance comme ça, vous avez le temps de voir cette vidéo, on est très heureux de vous retrouver encore une fois sur la causerie avec Melvin, j'espère qu'il va bien. On a vécu un derby magnifique et un derby bizarre aussi. Écoute, nous on a reçu des œufs de chocolat. Saint-Étienne a reçu aussi des cadeaux. Ouais, Voilà. C'était pour une fois, beaucoup fait parler à juste titre. à juste titre. Et bon courage, parce que je sais qu'il y a des Lyonnais qui nous suivent, la semaine n'a pas été simple. Voilà, ouais, je compatis parce que voilà, moi j'ai vu mon équipe perdre contre le Stade Briochin. Donc voilà, et Melvin n'a plus d'équipe. Donc comme Et des vous. Doliprane. Et Doliprane, c'est vrai, il faut prendre les Doliprane, ça aide, apparemment. Voilà le programme donc de cette 31e journée. On va faire le bilan de cette 31e journée. On reviendra aussi un petit peu sur l'arbitrage parce que c'est quand même merveilleux. On a un PSG Nice pour débuter et un Marseille-Brest pour conclure. On a des belles petites affiches assez intéressantes sur le papier avec toujours de l'enjeu. Pourquoi? Parce que je vous affiche le classement de Ligue 1. Le PSG, leader et champion, ça bouge pas. De toute façon, Paris va jouer demain en plus contre le FC Nantes. Match de retard de la 29e journée. Bon, je ferai peut-être un mot, on verra. Et surtout, le PSG a comme objectif Arsenal, mardi ou mercredi prochain, je ne sais plus, mardi prochain, je crois. Voilà. En Ligue des Champions, demi-finale aller, et ça va être assez intéressant du côté de l'Emirates Stadium, on en parlera en fin de semaine. Marseille est deuxième à nouveau, ça y est, ils ont repris leur deuxième place, 55 points. Il y a 4 points d'écart entre Marseille et Strasbourg, 7ème. Donc ça se tient dans un mouchoir de poche et absolument rien n'est joué. J'ai une stat après sur le deuxième de Ligue 1 pour vous montrer, pour dire à quel point ça n'avance pas. Et dans la zone de maintien, bon bah Montpellier, bisous, ciao comme on dit, parce qu'il reste 4 journées et ils ont 12 points de retard, donc il faut gagner les 4 matchs. Et que le reste devant perd les 4 matchs pour espérer une place de barragiste, ce qui semble assez compromis. Saint-Etienne est revenu à égalité avec Le Havre et surtout ils n'ont que 3 points de retard ces deux équipes là sur Nantes et Angers. Nantes qui a donc un match de retard contre le PSG, donc à voir s'ils pourront gratter quelque chose. Mais cette lutte pour le maintien commence à se dessiner, il n'y reste que quasiment que 4 équipes. J'ai envie de dire que Reims peut-être peut s'en sortir. Attention à Toulouse, histoire de prendre un ou deux petits points, histoire de valider, pas se faire peur, mais normalement voilà, elle est là cette lutte là. Et voici le programme du coup de cette 31e journée, à commencer par ce PSG Nice. Le PSG devrait faire tourner je crois, parce qu'ils déjà ils vont faire tourner demain contre Nantes j'imagine. Et d'ailleurs, petite info pour Nantes, Antonio Lopez sera absent demain. C'est Alban Lafont qui fait son grand retour. Donc à voir. Et puis le PSG va donc enchaîner contre Nice, après une prestation vraiment minimaliste contre Le Havre. Ouais. Après, c'est toujours compliqué pour le PSG de vraiment se motiver en Ligue Ouais. 1, puisque le seul truc qui te motive, entre guillemets, c'est cette série d'invincibilité. Tu essaies de faire tourner un maximum ton effectif pour concerner tout le monde. Et tu sens que c'est compliqué et pourtant, contrairement aux années précédentes où ce type de match, ils auraient pu faire un match nul ou perdre, ils l'emportent finalement. C'est-à-dire que tu as toujours ce PSG au-dessus et toujours avec un étincelant Désiré Doué qui a pris une dimension dans cette seconde Ah partie de oui, saison assez impressionnante. ça c'est bien vrai. J'ai le petit classement des buteurs aussi à vous montrer en Ligue 1, avec un Ousmane Dembélé leader au classement des buteurs, un Bradley Barcola qui est 5ème avec 13 buts, et un Désiré Doué qui est plus bas, mais bon, en même temps, Désiré Doué n'a pas trop joué sur la première partie de saison. Et je les vois gagner, perso, le PSG, parce que Nice, on parle un peu de Nice, mais bon, sans être très convaincant sur cette fin de saison, t'es allé chercher une victoire face à Angers de buts à 1. Bon, c'est leur première victoire depuis le 1er mars, c'était contre Saint-Etienne, et quand tu vois la fin de saison de Nice, t'as globalement des clubs en vacances. Donc normalement, ils doivent prendre les points. Ouais, mais tu vois, moi j'allais sur un match nul parce que cette équipe de Nice, elle est capable sur un match d'aller embêter ce PSG qui aura forcément la tête aux échéances, l'échéance prochaine qui sera ce déplacement à Arsenal. Donc ouais, je vois Nice aller prendre un point face à une équipe du PSG qui aura forcément tourné en plus avec deux matchs cette semaine avec le match en retard contre Nantes, qu'il faut pas oublier qui sera aussi dans les pattes. Voilà, je vois Nice aller faire un match nul. Je ne comprends pas pourquoi ils ont reporté ce match contre Nantes. Et du coup, tu vas jouer full jusqu'à Arsenal, quoi, alors que tu aurais pu avoir une petite semaine tranquille et jouer Nice. Quoi. Bon. Et puis c'est pas forcément une bonne idée, on l'a vu face à Aston Villa où ils ont pris un bouillon en fait. Oui, clairement.
tu peux faire tourner et mettre quelques joueurs, ça permet de garder un certain rythme de compétition et pas, on va dire, un petit peu casser ce rythme et s'exposer à de tels déconvenues comme on a vu, à Villa Park. Je suis d'accord. Je suis pas sûr que ce soit la bonne idée d'avoir fait reporter ce match, mais on verra. Moi, je vois bien Paris l'emporter de manière assez serrée. Il y a eu un partout au match aller quand c'était du côté de l'Alliance Riviera. On verra ce qui se passera du côté du Parc des Princes, mais il faut une victoire pour Nice. Nice qui est 5e et qui va devoir... voilà, c'est pas mort pour la Ligue des Champions. Ils sont qu'à 2 points de Lille, 4e. Il y a quand même encore des choses à jouer pour les Niçois et on verra ce que ça va donner. Samedi 17h, le Racing Club de Strasbourg, lui aussi qui joue la course à la Ligue des Champions, est actuellement 7e avec 51 points, reçoit l'AS Saint-Etienne qui va sortir la tête de l'eau à l'issue d'un derby remporté face à l'Olympique Lyonnais grâce à un Lucas Tassin qui ne devrait pas être sur la pelouse, mais qui a été étincelant cependant, qu'il faut parler de terrain. Alors j'ai envie de dire, l'arbitrage pour une fois sourit à l'AS Saint-Etienne, parce qu'on a souvent critiqué l'arbitrage contre la Saint-Etienne, ils sont quand même fait un petit peu avoir cette saison sur certaines choses, ce qui montre une nouvelle fois que les arbitres ne sont pas anti tel club ou tel club, ils sont juste incompétents. Je pense que ça l'a démontré encore une fois ce week-end. D'ailleurs, en parlant de Saint-Etienne, la direction de l'arbitrage met en cause la VAR, l'intervention de la VAR pendant le match contre Lyon, donc pendant le derby. Moi, ce qui me fume de rire, c'est que chaque semaine, la commission à l'arbitrage se dit qu'ils ont fait une erreur le week-end passé. C'est quand même merveilleux. C'est-à-dire qu'en fait, ils peuvent faire des erreurs, les arbitres, mais c'est pas grave, la direction arbitrage remettra en cause la décision 2 jours après, qui est encore plus con. Mais bon, le mieux, ce serait qu'il n'y ait pas d'erreur, mais là, je trouve ça assez fou, moi, ce carton rouge retiré pour Stassin. Mais bon, on va dire que ça sourit à la Saint-Etienne. Bon courage à Corentin Tolisso, j'espère qu'on pourra le revoir sur le terrain, parce qu'il est revenu à un sacré niveau cette saison. Et Saint-Etienne qui risque aussi un retrait de points pour le jeu de projectile sur l'arbitre assistant pendant la rencontre. Ça va être un dossier qu'il va falloir suivre, et c'est un dossier qui pourrait compter en défaveur de l'AS Saint-Etienne, parce que dans la course au maintien, ça risque de se jouer au point près, parce qu'au classement, l'AS Saint-Etienne est égalité avec Le Havre, a une moins bonne différence de but que ses concurrents directs, et n'est qu'à 3 points de Angers et Nantes. Maintenant, il faut gagner contre Strasbourg, et ça s'annonce compliqué. Et au-delà de tout ce qui s'est passé, que ce soit, le projectile et l'erreur, d'arbitrage assez scandaleuse qu'on a vue, heu, faut noter quand même la combativité de Saint-Étienne Très bon qui match, a hein. rien lâché, qui continue avec cette philosophie assez offensive, avec beaucoup d'énergie. Alors souvent ça casse plutôt que ça passe. Mais là, en l'occurrence, sur le match contre des Lyonnais assez transparents, finalement, cette équipe a montré qu'elle était capable d'aller chercher le maintien. Maintenant, est-ce qu'elle est capable de répéter les efforts face à Strasbourg? Moi, j'ai tendance à y croire. Ça sera pas facile parce que Strasbourg contre Monaco a fait un vrai bon match. C'est une équipe qui est très solide défensivement. On parle beaucoup de leur jeu un peu offensif à Strasbourg, mais il faut pas oublier que ce qui fait la différence, c'est leur défense, Ils sont pas pris au coup de but, hein. avec un Petrovic dans les buts, qui se régale. Ouais. Heu, je m'attends à un match assez serré, mais je vois un match nul. Voilà, tu vois? Je vois un match nul et Saint-Étienne aller gratter un point à la méno, contre, ces fantasques strasbourgeois. C'est vrai que ça peut lancer une dynamique pour Saint-Etienne. En tout cas, c'est une victoire qui plus est en derby. Je vous affiche la petite stat, mais c'est la première fois que Saint-Etienne a remporté un derby depuis 2019. Alors, il y a eu le passage en Ligue 2 aussi. À l'époque, c'était grâce à Robert Beric. Ça me fait plaisir de repenser à Robert Beric. Peut-être qu'un jour, on fera une vidéo où on parlera que des joueurs comme ça qui nous passent par la tête. Des bons joueurs de Ligue 1. Voilà, ça nous ferait plaisir. Et notamment, Mathéa Kezman. Tu vois, moi, je sais pas, je pense à des mecs comme ça me fait plaisir. David Ndinga. Je pense qu'on peut faire ça pendant 2 heures. Ça me régalerait. Juste une vidéo où on balance des blasts comme ça. Ça me régalerait. Pensez pour Julien, c'est tout. C'est ça. C'est très fort. Et on pense à Olivier Monterrubio, évidemment. Et en parlant d'attaquant prolifique, Lucas Tassin, voilà, qui en 2025 est le 3e meilleur buteur de Ligue 1 derrière Ousmane Dembélé et Mika Biarritz avec 11 réalisations. Le renouveau de Lucas Tassin sous Orneland, c'est quand même ultra intéressant ce qu'il propose dans le jeu, avec ballon. C'est quelqu'un qui est proactif dans la construction des actions du côté de Saint-Etienne, qui est quand même assez tueur devant le but. Il a ce truc. Et voilà, il y a eu une demi-saison d'adaptation, un truc qui n'était pas forcément avec lui, avec Dalloglio, ça marchait pas trop. Et depuis qu'Orneland est arrivé, que c'est un jeu un peu plus porté sur l'offensive, avec ballon, avec des transitions, etc., il réalise quand même de très très belles choses. Et du coup, je voulais montrer le classement des buteurs de Ligue 1 cette saison. Hop, je le prends, il est là. Si on exclut les pénaltys, bah c'est simple, il a marqué 12 buts, c'est 12 buts dans le jeu. Voilà. Et ça le fait de lui le 4e meilleur buteur de Ligue 1.
Sinon, sur les pénaux, donc c'est un Lucas Tassin qui est vraiment très très bon et qui est une arme de luxe pour Saint-Etienne. Mais on l'a dit à Saint-Etienne, et on le répète, c'est pas le secteur offensif qui pose problème, c'est défensivement. Mais bon, t'as quand même pris un but contre Lyon, voilà, certes. Mais on va dire que t'as quand même été plutôt solide. J'ai trouvé que Léo Petro avait été très bon. Denis Sapia était un peu en difficulté sur la seconde mi-temps, mais ils sont quand même bien démerdés. Le calendrier est pas simple pour Saint-Etienne, mais ouais, moi je les vois bien aussi aller arracher un point du match nul à Strasbourg et surfer sur la bonne dynamique de ce derby aussi. Donc on va jouer sur ça et on va pouvoir transvaser nos pensées vers Le Havre-Monaco. Pareil, c'est un duel entre un candidat à l'Europe et un candidat au maintien. Un Le Havre-Monaco qui va valoir très très cher pour les deux formations. Monaco est 3ème, 54 points. Ils ont perdu la 2ème place au profit de l'Olympique de Marseille, puisqu'ils ont fait un match nul face à Strasbourg. Le Havre, de son côté, on l'a dit, a perdu face au PSG de buts à 1. Et du coup, reste barragiste. Reims s'est un petit peu envolé derrière en remportant son match. Donc le Havre va avoir une fin de saison rude. Et pas vraiment le droit à l'erreur. Est-ce que c'est faisable pour Servette, sachant qu'il te reste Monaco, Marseille, Strasbourg? Ah, c'est compliqué parce que alors autant sur le match contre Rennes, ils ont fait un peu n'importe quoi, notamment Gorgelin. Oui. Contre Paris, ils se sont battus Gorgelin avec était leurs très bon. armes, mais ça suffit pas. Gorgelin s'est très bien Oui, rattrapé, oui, il a faut fait le un dire. très bon match. Mais ça suffit pas face au PSG, hein, voilà, faut ouais, en fait, un PSG qui soit pas du tout dans un grand jour pour pouvoir l'emporter et encore, faut faire un match quasi parfait. Le souci pour Le Havre, contrairement à leurs concurrents directs, c'est vraiment leur calendrier qui est démentiel. Oui. Quand tu vois le calendrier du Havre, même aller gagner à Auxerre, ça sera Pour moi, il n'y compliqué. a que Angers qui a un calendrier plus compliqué. Peut-être. T'as 3 prétendants à l'Europe. Ça va être très très compliqué pour Le Havre. Maintenant, voilà, faut y croire. Monaco a déjà concédé des défaites contre des concurrents, en tout cas des adversaires pour du maintien. Voilà, faut garder cette dynamique. En tout cas, ce qui nous montre sur cette seconde partie de saison qui est assez intéressant, face à un Monaco qui n'a pas encore totalement récupéré. Je trouve que contrairement aux années précédentes où il terminait toujours en boulet de canon, la seconde partie de saison, c'est pas le cas cette année. Et attention à ne pas voilà, à être un peu le dindon de la farce et ne pas se qualifier pour la Ligue des Champions, qui aurait des conséquences assez fortes, notamment sur le plan des départs au mercato d'été. Je suis d'accord. Le Havre, oui. Calendrier le plus dur, je pense qu'avec Angers, le fiche calendrier d'Angers, on reparlera du SCO après, avec Lille, Strasbourg, Lyon et Nantes. C'est peut-être les calendriers les plus compliqués pour les deux concurrents au maintien par rapport aux autres. Donc c'est aussi un paramètre qu'il faut prendre en compte. Cependant, c'est ma carte, c'est ma surprise du week-end, c'est la victoire des Havrais. Voilà, c'est ma surprise. Je les vois aller chercher Moi, un. j'allais sur la victoire de Monaco. Mais ouais, ça le peut parce que Monaco a déjà montré des signes de fébrilité contre des adversaires comme ça. Et Le Havre, honnêtement, voilà, j'aimerais bien qu'ils se maintiennent par rapport à ce qu'ils montrent sur la seconde partie de saison. Mais ça va être compliqué. Franchement, la course au maintien va être palpitante jusqu'au bout. Exactement, ça va être extrêmement chaud et j'ai hâte de suivre ça et on va pouvoir évoquer par contre un autre concurrent à la Ligue des Champions, c'est l'Olympique Lyonnais. Alors comment l'Olympique Lyonnais va se relever de cette semaine en enfer après la déroute du côté de Manchester United? C'est une nouvelle désillusion qui ont frappé les hommes de Paulo Fonseca avec cette défaite dans le derby. Réception du Stade Rennais qui a plus grand chose à jouer mais qui joue quand même les matchs à fond, qui joue pour bien finir sa saison, pour bien figurer. Victoire face à Nantes. Deuxième victoire consécutive, troisième victoire en 4 matchs pour le Stade Rennais. Des Bretons qui ont eu un calendrier avec des concurrents à la Ligue des Champions, donc ils vont être un facteur X dans cette course à la Ligue des Champions puisqu'ils vont jouer des équipes concernées par cela. Avec un Olympique Lyonnais qui a peut-être un calendrier un peu plus favorable que ses copains, avec un match contre un concurrent direct Monaco, mais est-ce que Lyon, mentalement, avec la pression aussi des résultats qu'impose l'Olympique Lyonnais, parce que Lyon a besoin de résultats quand on connaît la situation du club, est-ce que là, c'est peut-être pas la semaine qui fait basculer ta saison, quoi? C'est compliqué parce que t'as tout vraiment qui s'abat sur toi. T'as au-delà des deux défaites assez cruelles avec des scénarios rocambolesques, tu perds Tolisso. En plus. On verra, on verra le bilan, mais Tolisso, c'est quand même ton élément clé de ton dispositif. Il a pris une telle importance dans cette OL que forcément, ça aura un impact. On a bien vu que le milieu de terrain lyonnais était quand même fragile, notamment Jordan Verretou qui, vraiment, dans les 20 premières minutes, j'avais l'impression Il qu'il était avait cuit. oublié qu'il jouait à Lyon et pas à Saint-Etienne. Il était cramé, hein. C'est aberrant. Ouais, mais qui est un faux pari parce que mine de rien, j'ai pas l'impression que Mm. ça cartonne Jordan Verretou à Lyon.
En tout cas par rapport aux estimations qu'on attendait. J'ai très peur, du match contre Rennes parce qu'honnêtement, mentalement, ça va être compliqué, de se remettre. Tu perds 2 matchs, des scénarios assez compliqués et ils t'affrontent une équipe de Rennes qui, mine de rien, s'est un peu revigorée. Alors c'est pas le grand Rennes, d'il y a quelques années, mais c'est une équipe qui peut te poser des problèmes et tu as la nécessité de l'emporter. Donc avec une pression accrue sur tes épaules. Donc ça va être très compliqué. Moi, je vais aller sur la victoire de Rennes, tu vois. Je sens le coup qui enfonce définitivement les hommes de Paulo Fonseca. Et j'avoue que j'ai bien envie de mettre aussi cette petite victoire rennaise, mais je vais être... Allez, me dire que Lyon domicile va se relever un petit peu, il va aller chercher au moins le point du match nul. C'est pas un bon résultat, et qui permettrait peut-être de limiter un petit peu l'hémorragie, mais c'est vrai que j'ai l'impression que mentalement, on va voir si cette équipe de l'Olympique Lyonnais justement est forte. Cette semaine ne fait pas office de bascule dans la saison de Lyon, et moi j'ai un petit peu peur si Lyon n'accroche pas l'Europe, au moins, mais même la Conférence League c'est peut-être pas assez. Quand on sait qu'ils ont pris une relégation administrative en Ligue 2 à l'hiver, qu'il va falloir vendre des éléments... attention à l'été lyonnais qui va être pour des personnes neutres comme nous intéressant à suivre, pas forcément dans le bon sens, mais il va falloir voir ce qui va se passer à Ah, Lyon. mais déjà, il va y avoir des départs, hein, parce que Oui, là, on est sur, faut noter, une force incroyable de John Textor. À ce moment-là de la saison, Lyon n'est pas du tout assuré d'être en Europe. Molenbeek, qui tenait les 2 premières places de la promotion directe, a échoué lors de la dernière journée, donc ils vont devoir jouer les barrages. Ils ont viré leur coach avant le barrage. Pierre Sage, allez. Voilà. Voilà, oui, apparemment, il y a un autre cas qui sera sage. C'est vrai. Mais voilà, c'est du grand Textor. Moi, on m'a dit dans le milieu qu'il s'appelait le Gérard Lopez américain. Et attention à Jean Lopez. Je pense on va faire une vidéo sur Bordeaux aussi, hein. Parce que là, moi j'ai envie de parler aussi, il m'énerve, c'est chier tous les week-ends là, contre le Stade Bleu, sans déconner. On parlera des Girondins de Bordeaux, je vous l'assure. Voilà, comme ça, on parlera également de National 2 sur ces écrans. Et on parlera de tout le paysage du football français. Voilà. Parce que je me suis maté un très très bon Le Mans-Nîmes vendredi soir en National, c'était sympathique à suivre. Donc voilà, comme ça on pourra faire la tier list de bilan de fin de saison de National. On n'oublie pas les clubs de National. Et on enchaîne sur ce SCO d'Angers Lille. Pareil, même configuration, une équipe qui joue le maintien, une équipe qui joue la Ligue des Champions. Lille est 4ème avec 53 points, 2 points de retard sur l'Olympique de Marseille second. Et il se déplace du côté du SCO d'Angers qui est 15ème à 30 points. J'avais dit il y a 2 semaines, j'étais tout seul pour la vidéo. Attention le SCO d'Angers. Attention parce que, mine de rien, la mauvaise série de résultats de Toulouse jusqu'au PSG, il y a eu la victoire contre Montpellier, mais derrière ce match contre Nice et un calendrier qui est très compliqué. Attention à Angers de ne pas se faire punir sur la fin de saison après, normalement, ce qui semblait être une plutôt bonne saison pour les Angevins. Et face à eux, c'est le LOSC qui va avoir 2 journées contre des équipes qui ont des choses à jouer et potentiellement les 2 dernières journées, entre guillemets, plus tranquilles. J'aime pas trop ce mot, mais c'est des équipes qui n'ont pas forcément Brest et Reims. De gros enjeux pour les dernières journées à ce moment-là. Donc à voir. Mais Angers, moi, ça me fait un petit peu peur, hein. Peut-être mettre une pièce sur Angers barragiste à la fin de saison, ça me semble pas déconnant, hein. Ouais, ils se battent avec leurs armes, mais Ouais. leurs armes, elles sont moins nombreuses que leurs concurrents, notamment Saint-Etienne, je trouve. Et c'est vrai que contre Nice, en fait, Angers, on peut pas leur reprocher leur état d'esprit. Oui. Franchement, depuis le début de saison, il y a peu de matchs où, honnêtement, ils ont lâché au niveau de l'état d'esprit. Mais tu sens que c'est limité quand ils ont pas quelques joueurs qui sont un peu majeurs. C'est beaucoup des jeunes. C'est assez compliqué pour les Angevins. Et j'ai très peur parce que Lille est un petit peu revenu en forme. Ça va être très très compliqué pour Angers. Et ouais, j'ai l'impression que s'il y a une équipe qui peut être accrochée au barrage au dernier moment, c'est bien Angers. Match contre Nantes va être terrible, hein. Le 4 mai prochain, le déplacement à Nantes, sachant que Nantes sait jouer ce genre de match. Et peut-être là aussi la bascule. Et je sens que le multiplex de fin de saison, et j'espère qu'il y a un multiplex, je ne sais pas si avec Dazon on a un multiplex, j'espère. Mais attention, je vais mettre victoire de Lille ce week-end. Et méfiat, comme on dit, pour le SCO d'Angers. Je vois Lille l'emporter. Je vois Lille l'emporter. Je vois une première mi-temps assez serrée et puis Lille qui déroule avec un jeu, voilà, un Lille retrouvé avec un Jonathan David retrouvé qui a Aussi, marqué c'est vrai. un Logiquement. doublé, passeur décisif. Ce gaz-là va être important. Attention peut-être l'association. Là, c'était David Akpom. À voir si ça se perdure dans cette fin de saison, mais je trouve que c'était plutôt intéressant sur le papier et ça fonctionnait. Exactement. Lille qui retrouve des couleurs. Après avoir eu un petit passage à vide physiquement, on sent que ça tire aussi un petit peu, mais c'est normal.
Et je les vois également gagner Lucas Chevalier qui a perdu 3 dents là aussi, le match contre OCR. Donc voilà, on souhaite bon courage aux dentistes et à Lucas Chevalier. Et on enchaîne sur ce Montpellier-Reims. Bah finalement, quand on le voyait il y a quelques semaines, ce Montpellier-Reims, on disait ah, il y aura des gros enjeux. Et finalement, bah, Montpellier est condamné. Hein, enfin, mathématiquement, ils peuvent encore s'en sortir. Mais il faut gagner tous les matchs et que les adversaires devront perdre tous les matchs. Donc ça me semble très compromis. Et Reims, finalement, est en train de sortir petit à petit la tête de l'eau avec 3 victoires en 4 matchs. Avec 2 victoires consécutives. Ils sont encore allés chercher une victoire contre Toulouse ce week-end qui était réduit à 10. Et finalement, là où tu as un calendrier plutôt compliqué pour Reims avec Nice, Saint-Etienne, Lille après ce match contre Montpellier, finalement, ils auront peut-être plus grand-chose à jouer. Ils auront peut-être acquis leur maintien au meilleur des moments. Et Montpellier a enchaîné une 11e défaite consécutive. Et surtout, Montpellier, pour la petite stat, n'a toujours pas fait de clean sheet. Et c'est la première fois qu'une équipe ne fait pas de clean sheet après 30 matchs de Ligue 1 depuis Toulon en 1959-1960. C'est dire à quel point la saison montpelliéraine est catastrophique. Et je les vois pas relever la tête contre Reims. Ouais, c'est compliqué pour Montpellier. Tu sens qu'ils ont tourné déjà la page de la saison en essayant de lancer des jeunes. Mais enfin, face à l'OM, c'était voilà, même contre l'OM un peu dans le doute. Tu te doutais que ça allait être très très compliqué. Le 5-4-1 a pas tenu très longtemps et après derrière, voilà, t'as pris des vagues jusqu'à craquer en seconde période. Contre Reims, je ne vois vraiment pas faire un résultat parce que Reims va mieux, retrouve de la solidité, faut le noter aussi. Euh, Mine de rien, le discours de Samba Diawara sur cet esprit guerrier fonctionne. Je pense à court terme, ça peut fonctionner. Voilà, et puis Reims est aussi porté par l'objectif de se maintenir avant de disputer cette finale de Coupe de France contre le PSG, David contre Goliath. Et j'ai envie de te dire, sur les 3 prochains matchs, voilà, si tu peux capitaliser et chercher ton maintien, ça ne sera que mieux. Montpellier-Saint-Etienne, tu peux prendre les 6 points et ce sera 6 points qui seront, je pense, voilà, qui t'assureront un maintien en Ligue 1 sur une année qui aura été décevante. C'est clair. Ils ont 5 points d'avance sur le Havre. Je pense que tu gagnes ce week-end, c'est bon. Ouais. 8 points à 3 journées de la fin, en fonction de ce que fait le Havre et Saint-Etienne. Ça pourrait le faire pour le Stade de Reims. Que je vois également gagner ce week-end, mais ouais. C'est une saison assez bizarre pour les Rémois, parce qu'il y a cette finale de Coupe de France aussi, qui peut faire basculer un peu tout ça dans l'irrationnel, mais bon, on verra ce qui va se passer le 24 mai prochain du côté du Stade de France. Et on va pouvoir parler du FC Nantes et du TFC, match du multiplex notamment, qui accompagnera ce Montpellier. C'est Nantes-Toulouse. Nantes qui va jouer cette semaine, et pour le coup, ça aura peut-être plus d'impact que le PSG, parce que Nantes a un effectif beaucoup plus limité, je pense que c'est le cas de le dire. Toulouse, 34 points. Toulouse n'a que 4 points d'avance sur Angers, premier non relégable. Donc pour Toulouse, j'ai envie de te dire, il faudrait cette petite victoire, ce petit point du match nul pour aller chercher le maintien bien sereinement. Parce que là, on est sur 5 défaites consécutives. On n'a plus gagné depuis le 2 mars. Et bon, ce week-end, t'es réduit à 10 contre 11, donc c'est un peu plus compliqué. Mais attention à pas se faire peur la dernière journée à Saint-Etienne. J'ai envie de te dire, ça serait un peu improbable. Et j'y crois pas trop, je pense qu'ils vont se maintenir. Mais attention. Et pour Nantes, ouais. Je pense que le match contre le PSG peut taper un peu dans les jambes avant de réception de Toulouse, réception d'Angers, déplacement au Cerf, réception de Montpellier. C'est pas mal de concurrents directs pour les Nantais. Est-ce que Antoine Camboré va finir la saison sur le banc de Nantes? Ouah, Nantes, moi je parie plus sur les coachs. C'est impossible. Alors voilà, ouais, ils sont capables de le virer pour 2-3 journées, envoyer Stéphane Gianni, et puis ensuite essayer de le conforter, puis finalement se dire ah non, Oh non, on c'est le pas vire. assez étoffant, aller chercher Pierre Sage, et puis voilà. Mais c'est les deux équipes qui sont vraiment en crise dans cette fin de Ouais. saison, parce que Nantes n'avance pas, ou avance très peu en allant faire des coups, mais en fait j'ai l'impression que c'est ça depuis le début de saison. Tu n'as pas eu, semble bien à un moment donné, une grosse Et dynamique est-ce du qu'il y a une FC Nantes. série? Je suis même pas sûr qu'il y ait une série de victoires. Ben non, il n'y a pas eu de série de victoires. Si, Si, début de début de saison. saison. Deuxième et troisième journée. C'est la seule fois où Nantes a eu 2 victoires consécutives. Ouais, Depuis, c'est c'est néant. assez compliqué. Et Toulouse, ben, mine de rien, Toulouse, en fait, j'ai l'impression que la fin de saison elle est assez compliquée. Il y a rien qui tourne en leur faveur contre Reims, qui a ce carton rouge rapidement, qui met vraiment en difficulté, alors qu'en soi, tu avais un match Ils qui faisaient un bon partait début de bien, match. ils dominaient. Ouais. Ouais. Donc, c'est compliqué quand tu vois le calendrier. Attention, parce que tu perds contre Nantes. Derrière, ta Rennes-Lens, grosse pression au stadium. Et dernière journée, si t'es pas maintenu, c'est un match au couteau à Saint-Etienne. Hein. Ouais. Donc, attention Toulouse. Là, c'est vraiment 3 points obligatoires pour vraiment s'assurer le maintien. Ils sont pour l'instant
pas totalement en danger, mais va pas falloir tarder à prendre des points. Bah, ça peut vite arriver, quoi. Enfin, tu me diras, vu que personne avance derrière, ça peut ne jamais arriver aussi. Va falloir valider rapidement pour Toulouse. Et est-ce que Nantes peut le faire avec ce match en semaine aussi? Je sais pas. Mettre match nul. Non, je sais pas. Ah, moi, j'allais sur la victoire de Toulouse. Et victoire du TEF pour assurer le maintien et on règle les soucis. Et on prépare tranquillement la saison prochaine. Avec rachat ou non, ça on verra ce qui se passera cet été du côté du TFC. Lens Auxerre, c'est le dernier match du multi de ce dimanche à 17h15. Bon, bah, c'est un match entre deux équipes qui ont plus grand chose à jouer. Je sais pas trop si on va s'attarder très longtemps dessus. C'est deux équipes qui ont fait des saisons très différentes, puisque Lens a été un peu décevant, mais ça, on s'y attendait au grand ménage lensois au vu de la situation financière. Auxerre fait une très belle saison en tant que promu. Voilà, ils sont encore bien battus contre Lille. Bon, c'était un peu juste. Lens a perdu contre Reims. A gagné. Non, pas du tout. A gagné à Brest, pardon. C'est la semaine d'avant qu'ils ont perdu contre Reims. Ils ont gagné à Brest. Alors en supériorité numérique, un carton rouge un peu qui a fait un peu parler. Mais bah, ils ont gagné. Ils ont assuré. Bon, voilà. Je pense que c'est quoi? Je vais mettre match nul. Voilà. C'est les équipes qui peuvent être en vacances. Je leur pardonnerai, quoi. Ouais, je vais te suivre là-dessus parce que c'est deux équipes qui font un peu yo-yo en cette fin de saison. Je vois pas Lens aller arracher l'Europe. Il y a trop de lacunes dans cette équipe qui est capable du meilleur comme du pire. Voilà, moi je pense qu'un match nul entre les deux équipes serait pas mal. Voilà, si Lens termine en première partie de tableau, ça sera pas mal. Mais je ne vois pas accrocher une place européenne en cette fin de saison. Et Lens, si je dis pas de conneries, c'est la deuxième fois de la saison qu'ils marquaient 3 buts. Ils ont marqué 3 buts en début de saison contre Nantes. Et ils en ont mis 3 à Brest ce week-end. C'est la deuxième fois. Donc c'est un secteur offensif qui est quand même assez problématique du côté du RC Lens. Avec très peu de buts marqués, mais ça on fera le bilan quand on fera le bilan à la fin. Et pour Auxerre, bon voilà, vous savez la série, on est sur 2 défaites consécutives, 3 buts à 1. Voilà, mais Auxerre est maintenu, Auxerre a fait sa saison et les Auxerrois sont assez tranquilles, Pénardo, et on va pouvoir parler du match de dimanche 20h45. L'Olympique de Marseille reçoit le Stade Brestois. Alors est-ce que c'est la dernière chance pour Brest d'aller accrocher l'Europe? Moi j'y crois plus, ça y est, je pense qu'ils ont grillé leur dernier joker ce week-end. Marseille, par contre, va devoir gagner à domicile. Ils ont une chance de recevoir une deuxième fois consécutive au Vélodrome. Marseille, stade sur le deuxième. Le deuxième de Ligue 1 n'a emporté aucun de ses 6 derniers matchs en championnat, un nul, 5 défaites. Donc peu importe qui était deuxième, il a tout simplement pas gagné. Donc est-ce que l'OM va mettre fin à cette série de malheur pour le Dauphin? À voir, réponse ce week-end. Et ils vont peut-être pouvoir compter sur un Mason Greenwood qui a retrouvé le sens du but ce week-end. Ça faisait longtemps contre Montpellier. Voilà, c'est le 3e meilleur buteur de l'OM sur une saison après Bafé Gomis et Didier Drogba, qui ont marqué 20 buts en 2016-2017 pour Gomis et 19 buts pour Drogba en 2003-2004. Greenwood est à 18, il pourra battre ce record, ça fera de lui le meilleur buteur olympien sur une saison. Marseille a besoin de gagner. Est-ce qu'on se fie au match contre Montpellier la semaine dernière parce que c'est Montpellier? Moi je pense que je vais aller sur une victoire de l'OM parce que Brest tout simplement n'a plus rien à jouer. C'est vrai. Voilà, je vois une fin de saison assez compliquée pour Brest, qui a déjà la tête à la saison prochaine, avec ou sans Eric Roy, avec des départs qui vont arriver aussi. Donc ouais, je vois l'OM s'imposer assez nettement face à des Brestois déjà un petit peu en vacances. Et l'OM devrait gagner parce que l'OM a un match important à Lille la semaine prochaine, donc ça serait pour se mettre dans les meilleures conditions possibles avant le match du côté du LOSC la semaine prochaine. Et je te suis sur une victoire de l'Olympique de Marseille ce week-end. Et ça conclut cette 31e journée. J'ai fait un petit TikTok qui est dispo aussi sur YouTube Short. Vous pouvez le retrouver pour vous expliquer les droits TV, où est-ce qu'on en est, est-ce que Canal Plus peut revenir, pas revenir, quels sont les scénarios possibles. Vous pouvez aller voir ça sur TikTok, sur YouTube Short également. Vous pouvez en profiter pour vous abonner et liker cette vidéo si ça vous a plu, nous donner vos pronos en commentaire. Et je crois qu'on a tout dit. Tout épluché. Et on se rapproche tranquillement. Voilà. Il y a la Ligue 2 aussi qui est intéressante. J'aurais bien parlé de Ligue 2, mais il faut qu'on trouve le temps. Pour ce sprint final haletant pour la montée, pareil en national, il y a des choses à dire. Mais on fera des grands bilans de fin de saison de toute façon dans tous les cas. Comme on a fait l'an passé, des trucs qui durent 8h30 à peu près, où on parle de tout. Et c'est merveilleux. Voilà, messieurs, pour cette, et mesdames, pour cette vidéo prono. Melvin, je te laisse le mot de la fin. C'est que j'ai rajouté, je sais pas. Un truc qu'on a oublié, mais je crois qu'on a tout dit. Non, voilà, sur aussi la Ligue 2 qui est passionnante, avec une fin de saison assez folle qui arrive, notamment pour les places de barragistes, et puis à la lutte pour le maintien, où nous aurons peut-être 2 historiques, avec Caen et Clermont en national. Pas assez fou, mais en tout cas, c'est bien parti.
Exactement, le Stade Malherbe de Caen qui a été relégué. C'est la première fois depuis 40 ans que Caen ne sera plus en division professionnelle à l'issue de la saison. C'est quand même quelque Le chose... football, il a changé. Ah, oui, la phrase est bien choisie, je trouve exactement. On parlera de Ligue 2 promis et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.